Les BRICS et l'ordre financier mondial, le libéralisme contesté. Alors, ce que nous allons sortir, c'est une synthèse du livre sur les BRICS et l'ordre financier global. Donc, serait-il un libéralisme contesté, paru aux éléments Cambridge, économie des marchés émergents. Alors, écrit par Johan Petri et Andreas Noack. Alors, Johan Petri est un économiste politique qui étudie la dynamique changeante de la mondialisation financière et son impact sur les normes, les institutions et la gouvernance mondiale qui sous-tendent l'économie mondiale. Il s'intéresse principalement à l'internationalisation du système financier chinois et à la manière dont la Chine conteste l'ordre financier mondial libéral, au rôle des infrastructures de marché dans la politique financière mondiale et à la manière dont la transformation post-crise du système financier mondial, telle que la montée en puissance de l'Asie de l'Est, des BRICS ou des nouveaux acteurs financiers, influe sur l'ordre économique mondial. Andreas Nollke est professeur de sciences politiques à l'université Goethe à Francfort et chercheur principal au Leibniz Institute for Financial Research, le CFI. Avant de rejoindre l'université de Goethe, il a enseigné dans les universités de Constance, de Leipzig, d'Amsterdam et d'Utrecht. Ses principaux domaines de recherche se situent à l'intersection de l'économie politique comparative et internationale, notamment l'économie politique des économies émergentes, les dimensions politiques de financiarisation, les institutions du modèle d'exportation allemand, la politique de désintégration économique européenne et intégration économique européenne et l'économie politique du populisme. Alors, l'ordre financier mondial libéral et son alternative étatique capitaliste. La contestation de l'ordre financier global libéral par les nations des BRICS, qui sont Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, les BRICS en action, c'est vers des systèmes financiers alternatifs face à l'ordre libéral dominé par les États-Unis. Les BRICS dépassent une simple réaction aux sanctions occidentales contre la Russie et dans une certaine mesure la Chine, en développant activement des systèmes financiers alternatifs marqués par des initiatives telles que la dédollarisation, des liens financiers intra-BRICS renforcés et la montée en puissance du pétro-yuan. Cette thèse est positionnée en opposition à l'ordre financier libéral dominé par les États-Unis qui a prévalu depuis les années 80, caractérisé par des principes néolibéraux favorisant les marchés libres et l'intégration financière internationale. Les BRICS, considérés comme une alternative émergente au G7 et à l'OCDE par un capitalisme d'État renforcé et une expansion multipolaire. Les pays des BRICS n'agissent pas nécessairement de manière coordonnée, mais forgent néanmoins une voie distincte du capitalisme d'État. Ce modèle implique une plus grande intervention de l'État dans la gestion économique et financière, contrastant avec les structures plus libérales et privatisées dominantes en Occident. L'expansion des BRICS pour inclure d'autres nations, par exemple l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Éthiopie, a renforcé son poids économique, positionnant les BRICS comme une alternative crédible au G7 et à l'OCDE, en amplifiant leur influence dans la création d'un monde multipolaire. Alors, les initiatives stratégiques des BRICS ne sont pas simplement réactionnaires, mais témoignent d'un changement structurel plus profond vers une alternative autonome, un capitalisme d'État en opposition à l'organisation financière globale libérale en place, l'ordre financier global. Cette affirmation décrit l'influence économique croissante des BRICS. Leur part dans le PIB mondial et dans les marchés financiers a considérablement augmenté et le commerce intra-BRICS s'est fortement intensifié ces dernières années. On présente aussi les BRICS comme une entité politique à portée transnationale. Bien que diverse en interne, l'alliance des BRICS représente un mouvement collectif contre l'ordre financier global libéral, notamment par des pratiques financières et des structures de gouvernance distinctes.
On différencie les mécanismes de contestation. La thèse soutient que cette contestation se manifeste à plusieurs niveaux domestiques par des modèles économiques alternatifs, transnationaux via des systèmes financiers transfrontaliers et internationaux par des institutions comme la Banque de développement des BRICS. Cependant, la majorité de cette contestation s'observe au niveau domestique en transnational et non au niveau des institutions internationales qui ont souvent été au cœur de la littérature existante. Alors tout cela met en lumière le besoin d'une analyse approfondie. La thèse souligne les lacunes des recherches actuelles qui se concentrent souvent uniquement sur la Chine, des initiatives spécifiques des BRICS ou des aspects limités des systèmes financiers sans pleinement saisir le processus de contestation globale et multifacette. Donc, on va redéfinir conceptuellement l'ordre financier global. L'étude souligne la nécessité de définir ce qu'englobe l'ordre financier global, d'explorer ses caractéristiques libérales et d'examiner les alternatives non libérales. Cette approche systématique vise à clarifier comment et où les BRICS contextent l'ordre financier global libéral, offrant ainsi une analyse nuancée de la manière dont le bloc des BRICS œuvre pour une structure financière mondiale multipolaire. Ce changement est perçu non seulement comme économique, mais également comme fondamentalement politique, annonçant un réalignement en cours du pouvoir financier mondial. L'hétérogénéité des BRICS et l'absence de vision véritablement unifiée. Bien que les BRICS représentent une alliance symbolique, il manque d'une vision économique ou politique commune forte. Les intérêts nationaux sont souvent divergents, comme ceux entre l'Inde et la Chine ou entre le Brésil et la Russie. Ça crée des fractures internes qui limitent la cohésion de leur politique financière alternative. Ces divergences rendent difficile l'élaboration de solutions multilatérales viables ou la mise en place de nouveaux cadres financiers globaux qui concurrenceraient efficacement l'ordre financier global. Les limites de la contestation réelle et de l'impact des BRICS sur l'ordre financier global. Bien que les BRICS mettent en place des initiatives financières qui pourraient sembler alternatives à l'ordre financier libéral, leur effet réel reste limité. Les relations économiques et financières entre les pays BRICS sont souvent superficielles, centrées principalement sur des objectifs économiques spécifiques, sans parvenir à bâtir un front commun stable. Les systèmes financiers des pays BRICS sont variés, oscillant entre libéralisme partiel et capitalisme d'État, ce qui fragilise les efforts de contestation coordonnés. En outre, malgré les efforts de dédollarisation ou de création d'institutions alternatives, le dollar reste dominant dans le commerce mondial et les tentatives de diversification des monnaies restent symboliques et insuffisantes pour transformer l'ordre global. Une dépendance persistante envers les marchés et les institutions occidentales. Les membres des BRICS restent liés aux institutions financières globales dominées par les pays occidentaux, ce qui compromet leur effort d'autonomie financière. Par exemple, les infrastructures financières et les ressources économiques de ces pays dépendent souvent du financement et de la technologie occidentale, ainsi que des régulations et des systèmes financiers dominants. Les pays BRICS sont également réticents à remettre en cause leur intégration aux réseaux financiers mondiaux. Cette dépendance mutuelle atténue leur action de contestation, car leur économie risque de souffrir de sanctions ou de coûts économiques si elle se détache des marchés financiers libéraux. Alors, le cadre théorique de cette thèse, afin d'étudier systématiquement la contestation de l'ordre financier global libéral, nous répondons à 4 questions conceptuelles. Premièrement, nous clarifions ce qu'est l'organisation globale financière et comment il pourrait être contesté. Deuxièmement, nous déterminons quels sont les domaines qui font partie de cet ordre global financier. Et troisièmement, nous soulignons ce qui est libéral dans l'ordre global financier contemporain. Quatrièmement, nous détaillons l'alternative potentielle à l'organisation globale financière, en particulier en ce qui concerne ses caractéristiques non libérales et étatiques capitalistes. La littérature existante n'aborde pas ces questions de manière exhaustive. Par conséquent,
Certaines de nos clarifications devraient également être utiles pour étudier les implications économiques de la montée en puissance des BRICS en dehors du secteur financier. Alors une version libérale qui domine actuellement et une alternative potentielle de capitalistes d'État. Définition de l'ordre financier global. Un ordre financier global est un système international qui inclut non seulement les institutions financières globales, mais aussi l'organisation des économies nationales et les interactions transfrontalières entre ces économies. La littérature existante décrit souvent un organisme financier mondial comme composé de trois éléments: les institutions internationales, les systèmes économiques nationaux et les interactions transnationales. Étudier un ordre financier mondial exige donc de combiner les approches de l'économie politique internationale et de l'économie politique comparée pour comprendre comment les économies nationales et les institutions mondiales et leur interdépendance façonnent le système financier global. Les niveaux de contestation. La contestation au sein de l'ordre financier mondial peut se manifester à trois niveaux: national, transnational et international. La contestation nationale cherche à créer des pratiques alternatives à l'intérieur d'un pays. La contestation transnationale cherche à étendre ces pratiques à l'étranger. Et la contestation internationale défie les normes et institutions globales. Le texte souligne que les économies émergentes, à travers la propriété étatique et les contrôles de capitaux, résistent souvent implicitement à l'ordre financier mondial libéral, bien que cette résistance varie en intensité. Les domaines de l'ordre financier mondial comprend un ensemble de sous-domaines touchant les sphères macroéconomiques et microéconomiques. Le sous-ordre monétaire macroéconomique inclut les régimes de taux de change, la gestion des balances de paiement et les politiques des banques centrales. Le sous-ordre de la finance d'entreprise microéconomique englobe la mobilité des capitaux, les investissements directs étrangers, la propriété et gouvernance des entreprises, les réglementations bancaires, les marchés financiers et les normes comptables. De plus, les pays en développement font face à des défis spécifiques comme la gestion de la dette et le financement de projets à long terme que l'OFM doit intégrer. Caractéristiques d'un OFM libéral. Un ordre financier mondial libéral soutient le libéralisme économique, le libéralisme politique et la coopération internationale basée sur des règles qui privilégient la libre entreprise et une intervention étatique limitée. Ces éléments centraux incluent la libre circulation des capitaux transfrontaliers, la propriété privée des entreprises orientée vers la maximisation de la valeur actionnariale, une réglementation domestique légère et de fortes institutions internationales. Ce cadre dominé par les États-Unis et soutenu par le Royaume-Uni reflète un système conçu pour faciliter la liquidité et l'intégration, favorisant la puissance hégémonique des États-Unis et renforçant son influence financière mondiale. Des alternatives théoriques, l'ordre financier mondial capitaliste d'État, un contrepoint. Un organisme financier mondial capitaliste d'État met l'accent sur la souveraineté de l'État et le contrôle national sur les politiques économiques en s'opposant aux normes libérales de flux de capitaux non réglementés. Plutôt que de se concentrer sur la propriété étatique directe, le capitalisme d'État privilégie un contrôle étatique renforcé sur les processus économiques afin de soutenir le développement national. Dans un organisme financier mondial capitaliste d'État, les institutions internationales sont préférées si elles n'empiètent pas sur l'autonomie nationale, permettant un système où l'État dispose d'une plus grande liberté pour influencer et diriger les activités économiques. On peut avoir des parallèles historiques et des pertinences actuelles. L'alternative capitaliste d'État évoque certains aspects du libéralisme intégré de l'après-Seconde Guerre mondiale, où les gouvernements limitaient les flux financiers transfrontaliers et la liberté financière au sein des économies nationales. Cependant, l'alternative actuelle ne cherche pas à inverser la financiarisation, mais plutôt à l'utiliser d'une autre manière qui priorise les objectifs nationaux dans un contexte mondialisé. Les auteurs désignent cette dynamique sous le nom de financiarisation capitaliste d'État,
où l'État exerce une influence dans un paysage financier interconnecté. Alors, une approche empirique de la contestation de l'ordre financier mondial libérée par les BRICS. Objectif de l'étude. L'étude se concentre sur trois questions principales. La première, c'est l'existence et l'étendue de la contestation de l'ordre financier mondial par les BRICS. Si cette contestation est limitée au niveau national ou s'étend au niveau transnational et international. Ceci marque donc le deuxième point. Et en troisième point, son évolution dans le temps, notamment depuis les années 2000, période marquée par l'essor des BRICS. Alors, la méthodologie et sources de données, l'analyse combine des sources de littérature secondaire, des documents politiques, des cadres réglementaires, ainsi que des données qualitatives et quantitatives issues de sources financières comme Bloomberg Terminal et d'institutions financières et d'organismes de régulation nationaux. Cela permet d'obtenir une image globale et multidimensionnelle de la contestation dans 11 domaines clés de l'ordre financier mondial. Utilisation des cartes afin de visualiser des données. Des cartes chaleureuses sont utilisées pour identifier les tendances majeures et comparer les BRICS et le duo États-Unis-Royaume-Uni dans chaque domaine de l'ordre financier mondial. Ces cartes permettent de voir l'intensité et les niveaux de contestation nationale, transnationale et internationale et de situer chaque pays sur un continuum entre le modèle libéral et le modèle capitaliste d'État. Résultat clé, les cartes montrent une distinction nette. La Chine, l'Inde et la Russie se situent au pôle capitaliste d'État, incarnant une forte contestation de l'ordre financier mondial libéral, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni occupent le pôle libéral. Le Brésil et l'Afrique du Sud représentent des cas hybrides, adoptant un mélange de pratiques libérales et capitalistes d'État selon les domaines financiers étudiés. En conclusion, l'étude conclut que les économies émergentes, et en particulier la Chine, la Russie et l'Inde, contestent activement l'ordre financier mondial libéral dans plusieurs dimensions financières. Cela confirme une divergence croissante des modèles financiers entre ces économies et les économies libérales anglo-américaines, soulignant ainsi une pression externe continue sur l'ordre libéral global dans le domaine financier. Alors, la contestation du sous-ordre monétaire, c'est une analyse empirique des principes libéraux et capitalistes d'État suivis par les BRICS. Une évaluation des régimes de change, des réserves monétaires et du rôle des banques centrales dans le sous-ordre monétaire de l'ordre financier mondial. Le régime des taux de change. Le régime de taux de change, le système des taux de change est un élément fondamental des organisations financières mondiales. Dans le cadre des organisations financières mondiales libérales contemporains, les taux de change sont censés être déterminés par le marché libre, promouvant ainsi une logique de flottement intégral. À l'opposé, la logique du capitalisme d'État prône une gestion des taux de change par les autorités étatiques afin de préserver leur autonomie politique. Ce phénomène est observable à travers les régimes de change des différents pays. Tandis que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni appliquent un flottement libre depuis la fin de Bretton Woods, d'autres, comme la Chine, maintiennent un taux de change géré par les interventions fréquentes de l'État. En ce sens, les interventions monétaires en Inde et les récentes mesures prises par la Russie indiquent une contestation des principes libéraux en faveur d'un système plus contrôlé, illustrant ainsi un retour vers des pratiques de capitalisme d'État. Cependant, cette tendance à la contestation des principes libéraux n'est pas uniforme et révèle des variations significatives. Par exemple, bien que les pays comme l'Inde et la Chine s'opposent aux normes libérales par leur intervention fréquente sur le marché des changes, d'autres pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud ont adopté des principes libéraux en maintenant un régime flottant avec peu d'intervention. De plus, le fait que la Chine, tout en adoptant des marchés offshore pour le RMB, le fasse d'une manière contrôlée indique une stratégie d'internationalisation qui reste ancrée dans des logiques étatiques plutôt qu'une véritable convergence avec les normes libérales. Les efforts de dédollarisation observés en Russie et dans certains pays BRICS montrent également que malgré la pression vers un système multipolaire, il existe des réticences et des complexités dans la mise en œuvre de ces changements.
En somme, bien que les dynamiques de change dans le contexte de l'ordre financier global révèlent des tensions croissantes entre les principes libéraux et les pratiques de capitalisme d'État, il est crucial de comprendre la diversité des approches adoptées par différents pays. La recherche future devrait se concentrer sur l'analyse des interactions entre ces régimes de change et leur implication pour la gouvernance économique mondiale. Alors que des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie cherchent à réduire leur dépendance au dollar et à promouvoir l'utilisation de leur monnaie nationale dans le commerce bilatéral, il est également essentiel de considérer les perspectives variées des pays qui restent ancrés dans des pratiques libérales. Ce faisant, il sera possible de mieux appréhender les répercussions de ces mouvements sur l'équilibre global des pouvoirs économiques et la structure des échanges financiers internationaux. La balance des paiements. La gestion des balances de paiement au sein de l'économie mondiale est profondément liée au système des taux de change et repose sur une logique libérale qui privilégie l'utilisation d'une seule monnaie de réserve, le dollar américain. Ce modèle repose sur des marchés intégrés et liquides soutenus par des lignes de swap centrées autour du dollar et régulées par le Fonds monétaire international qui impose des programmes d'ajustement structurel, les SAP, en cas de crise. Dans ce cadre, l'accumulation de réserves de change n'est pas encouragée, car elle est perçue comme inefficace. En revanche, les pays BRICS représentent une logique de capitalisme d'État, mettent en avant l'importance de l'accumulation de réserves, la diversification des monnaies de réserve et la création de mécanismes de financement alternatifs, ce qui leur permet de mieux gérer leur balance des paiements et de contester les normes libérales dominantes. Cependant, cette contestation des normes libérales par les BRICS met en lumière les limites de la logique du dollar US comme monnaie de réserve unique. Alors que les pays occidentaux tels que les États-Unis et le Royaume-Uni ont considérablement réduit leurs réserves de change, les BRICS ont accru leur part de réserve globale, soulignant un déplacement du pouvoir économique. Cette tendance s'accompagne de l'émergence de réseaux de swap bilatéraux et d'institutions alternatives de soutien financier, comme le mécanisme de la Chiang Mai et le mécanisme de réserve continentale CRA, qui cherchent à réduire la dépendance vis-à-vis du FMI et du dollar US. Toutefois, ces initiatives sont encore limitées en termes de ressources et d'influence, ce qui montre que la transition vers un système multipolaire est loin d'être achevée. En résumé, la dynamique entre la logique libérale centrée sur le dollar et l'approche des BRICS qui privilégie une accumulation de réserves diversifiées et des mécanismes alternatifs reflète un changement en cours dans le paysage économique mondial. Bien que les BRICS cherchent à contester la domination du dollar et à établir un système plus multipolaire, leurs efforts pour développer des alternatives au FMI et au dollar doivent encore surmonter des défis significatifs en termes de ressources et de structures décisionnelles. La capacité des BRICS à transformer leur vision en un système alternatif viable dépendra de leur coopération et de leur capacité à renforcer ces institutions tout en garantissant un accès équitable aux ressources sans conditionnalité stricte, ce qui pourrait éventuellement redéfinir les relations économiques internationales. Banque centrale et politique monétaire. La gouvernance des banques centrales et des politiques monétaires est essentielle pour comprendre les dynamiques des organisations financières globales. Dans le cadre d'une approche libérale, les banques centrales sont conçues comme des institutions indépendantes focalisées sur la stabilité des prix et le ciblage de l'inflation. Par exemple, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les banques centrales opèrent avec un mandat d'indépendance politique, se concentrant sur la stabilité économique. Ce modèle privilégiait une vision technocratique de la gestion monétaire, où les banques centrales se concentrent étroitement sur l'inflation, souvent au détriment d'autres objectifs nationaux. Cependant, une perspective de capitalisme d'État remet en question cette vision libérale. Dans des pays comme la Russie, l'Inde et la Chine, les banques centrales sont davantage intégrées dans les objectifs politiques nationaux, ce qui inclut des mandats plus larges que le simple ciblage de l'inflation. Par exemple, la Banque centrale chinoise est étroitement liée au gouvernement et a des missions variées allant de la régulation bancaire à la promotion de la croissance économique.
De plus, ces pays expriment une résistance croissante aux normes libérales de gouvernance monétaire, illustrées par une politisation croissante de leur banque centrale et par le développement de monnaies numériques de banque centrale, CBDC, pour contourner l'infrastructure de paiement contrôlée par l'Occident. En résumé, la tension entre les modèles libéraux et le capitalisme d'État dans la gouvernance des banques centrales reflète une transformation significative dans les relations économiques mondiales. Alors que les banques centrales libérales se concentrent sur des mandats techniques et indépendants, les pays BRICS adoptent une approche plus intégrée et politisée de la gouvernance monétaire. Cette divergence se manifeste par la mise en avant des banques centrales comme alternative pour réduire la dépendance vis-à-vis du dollar et pour renforcer le contrôle gouvernemental sur les systèmes monétaires. Toutefois, malgré les appels à une coordination internationale des politiques monétaires, la résistance des banques centrales occidentales à abandonner leur autonomie complique la mise en place d'alternatives viables, soulignant ainsi les défis auxquels sont confrontés les pays BRICS dans leur quête d'un système monétaire global multipolaire. Contestation du sous-ordre financier. Alors, le sous-ordre financier joue un rôle crucial dans la gestion de la gouvernance économique mondiale en influençant le financement des entreprises à un niveau microéconomique. Tandis que le sous-ordre monétaire est principalement axé sur des problématiques macroéconomiques, le sous-ordre financier se décline en 6 domaines d'intérêt. Les 2 premiers domaines explorent le financement international en se concentrant sur les investissements de portefeuille à court terme et la mobilité des capitaux, ainsi que sur les investissements directs étrangers et leur gouvernance. Les dimensions suivantes examinent la propriété et la gouvernance d'entreprise, les banques et la réglementation bancaire, les marchés financiers et leur régulation, et enfin les normes comptables qui informent les investisseurs sur la santé financière des entreprises. À travers ces différents axes, une contestation significative émerge de la part des BRICS, signalant leur volonté d'influencer et de réformer les structures financières globales. Alors, mobilité internationale des capitaux. La mobilité des capitaux financiers à l'échelle mondiale est un élément central de la finance mondiale. Depuis les années 1980, il y a eu une tendance croissante à supprimer les contrôles de capitaux, principalement promus par les États-Unis et soutenus par des institutions comme l'OCDE et le FMI. Cette libéralisation a pour conséquence de déplacer l'équilibre du pouvoir entre les acteurs financiers privés et les gouvernements nationaux, mettant ces derniers sous pression pour se conformer aux normes libérales. Dans ce contexte, certains pays, notamment ceux du bloc BRICS, adoptent une approche différente, considérant qu'un certain niveau de contrôle des capitaux est essentiel pour maintenir leur capacité étatique. Alors que des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro ont des comptes de capitaux presque entièrement ouverts, les pays du BRICS, tels que l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, affichent des restrictions significatives sur la mobilité des capitaux. Par exemple, bien que le Brésil et la Russie aient connu des périodes de libéralisation, ils ont récemment régressé vers des régimes plus fermés. Malgré les pressions exercées par les acteurs financiers transnationaux comme les fournisseurs d'indices, certains pays du BRICS, notamment l'Inde et la Chine, ont résisté à l'adoption de normes libérales, maintenant des contrôles de capitaux et s'opposant aux directives du FMI sur la libéralisation. Il est clair que la dynamique de la mobilité des capitaux globaux est marquée par une tension entre les normes libérales promues par les puissances occidentales et la résistance croissante des pays des BRICS. Ces derniers cherchent à protéger leur souveraineté économique en maintenant certains contrôles sur les capitaux. Bien que le FMI ait historiquement favorisé la libéralisation des flux de capitaux, il a récemment modifié sa position face à la résistance de pays comme ceux du BRICS, qui militent pour une reconnaissance des besoins spécifiques des économies émergentes. Cette situation révèle un paysage complexe où les pays émergents tentent de négocier leur place dans un système financier global dominé par des normes libérales tout en affirmant leur droit à une régulation qui reflète leur réalité économique et politique. Les investissements directs étrangers.
La manière dont le capital productif circule dans l'économie mondiale est un aspect essentiel des ordres financiers globaux. Selon une perspective libérale, l'abolition des restrictions nationales sur les investissements directs étrangers est prônée pour faciliter les activités commerciales soutenues par des traités d'investissement multilatéraux. Ces réglementations favorisent une profonde libéralisation permettant aux entreprises privées de jouer un rôle prépondérant par rapport aux gouvernements nationaux via des panels d'arbitrage. Cela permet de promouvoir une ouverture du marché et une intégration économique plus forte à l'échelle mondiale. En revanche, une logique capitaliste d'État souligne la nécessité de restreindre les flux d'IDE entrant pour des raisons stratégiques en n'ouvrant que certains secteurs économiques ou en imposant des exigences de transfert de technologie. Des pays comme l'Inde, la Chine et la Russie affichent certaines des réglementations les plus restrictives en matière d'investissement direct étranger, IDE, référant une ouverture sélective et protégeant des secteurs jugés stratégiques. Ces nations montrent une résistance significative à l'ordre libéral des investissements, ne se conformant pas aux normes imposées par les accords internationaux d'investissement, notamment ceux qui concernent les arbitrages d'investissement entre États et investisseurs. Il existe donc une tension marquée entre les approches libérales et capitalistes d'État concernant les IDE. Les pays BRICS contestent l'ordre libéral des investissements à divers niveaux, que ce soit par des restrictions sur les investissements directs étrangers stratégiques ou par des critiques des systèmes d'arbitrage d'investissement. Alors que des pays comme la Chine et la Russie s'engagent activement dans des traités d'investissement et dans le système d'arbitrage, d'autres comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud adoptent une approche plus prudente. Favorisant la souveraineté nationale sur les engagements internationaux, ce paysage complexe souligne que les BRICS cherchent à naviguer entre l'intégration dans l'économie mondiale et la protection de leurs intérêts stratégiques nationaux. Propriété et gouvernance des entreprises. Un élément fondamental des ordres financiers globaux est la propriété des entreprises et son impact sur leur gouvernance. La perspective libérale prône un marché libre pour le contrôle des entreprises, favorisant un fort flottement des actions et une propriété par des investisseurs institutionnels qui cherchent à maximiser leurs profits au nom de leurs actionnaires. Cela incite les entreprises à devenir plus efficaces et rentables, dans les économies capitalistes d'État, cependant, bien qu'elles utilisent des mécanismes de marché pour l'allocation économique, elles maintiennent une part significative de propriété étatique dans les entreprises cotées, tout en limitant l'influence des investisseurs institutionnels étrangers. À l'opposé, dans le cadre du capitalisme d'État, la gouvernance des entreprises est fortement influencée par la propriété étatique et des structures de propriété complexes. Dans des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil, la propriété étatique dépasse souvent celle des investisseurs institutionnels et des mécanismes tels que les entreprises d'État. Et les holdings privés sont utilisés pour exercer cette influence. Cette approche limite l'accès des investisseurs étrangers, notamment anglo-américains, qui peuvent entraver les politiques de développement national. De plus, le manque de régulation internationale concernant la propriété étatique complique encore davantage les enjeux de gouvernance d'entreprise, laissant cette question principalement aux gouvernements nationaux. Les modèles de propriété d'entreprise montrent ainsi un contraste marqué entre les économies libérales et celles basées sur le capitalisme d'État. Tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni s'approchent d'un idéal libéral avec une forte propriété institutionnelle et une faible intervention de l'État, les pays BRICS, en particulier la Chine et la Russie, adoptent des approches où l'État joue un rôle prépondérant dans la gouvernance des entreprises. Ce paysage révèle des dynamiques complexes où la propriété étatique n'est pas seulement une question de contrôle économique, mais également de mise en œuvre de stratégies de développement national à long terme. Par conséquent, les questions de gouvernance d'entreprise et de propriété sont au cœur des tensions entre les paradigmes libéraux et capitalistes d'État, soulignant l'importance de la régulation et de la politique dans la définition des rapports de force au sein de l'économie mondiale. Alors, banque commerciale et réglementation bancaire. Une dimension essentielle des ordres financiers globaux est la manière dont le crédit est alloué et le rôle crucial que jouent les banques et leur régulation dans ce processus.
Selon une logique libérale, les banques devraient être privées pour favoriser une activité de prêt motivée par le profit. Cela implique une autorégulation partielle des banques qui est censée aboutir à un système harmonisé de régulation bancaire mondiale tel que celui du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Dans les économies capitalistes d'État, en revanche, un certain degré d'influence étatique sur l'allocation du crédit est crucial, les banques étant souvent partiellement détenues ou contrôlées par l'État pour faciliter un prêt orienté vers des politiques publiques. À l'opposé, le capitalisme d'État entraîne une plus grande prépondérance des banques d'État qui contrôlent une part significative des actifs bancaires et dont la régulation est davantage centrée sur les priorités nationales. Les tendances varient considérablement entre les systèmes bancaires domestiques. Par exemple, les pays comme la Russie et l'Inde affichent des niveaux élevés de prêts dirigés par l'État, tandis que dans des pays comme l'Afrique du Sud, les banques d'État jouent un rôle marginal. Les BRICS montrent également des évolutions inversées au fil du temps avec une diminution de l'importance des banques d'État en Chine et en Inde, mais un renforcement en Russie et au Brésil, signalant des différences fondamentales dans la manière dont les banques s'intègrent dans l'économie nationale. Les systèmes bancaires des BRICS illustrent des contrastes vraiment marqués entre les logiques libérales et capitalistes d'État. Alors que les pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni favorisent des systèmes bancaires largement privatisés, les pays BRICS adoptent des modèles où l'État joue un rôle central dans l'allocation du crédit. Cela se traduit par une transnationalisation croissante des banques d'État des BRICS qui ont émergé comme des créanciers importants pour les pays en voie de développement, comblant un vide laissé par les banques occidentales motivées par le profit. Bien que les BRICS aient officiellement soutenu le processus de Bâle pour la régulation bancaire, leur opposition à l'autorégulation privée révèle un défi croissant face à la régulation bancaire internationale, soulignant ainsi les tensions entre leurs priorités nationales et les normes globales. Les marchés financiers. Les marchés financiers pour les titres tels que les actions ou les dérivés constituent un aspect fondamental des ordres financiers globaux. La gouvernance et la propriété de ces marchés sont cruciales, car elles déterminent la nature des échanges et les incitations auxquels les organisateurs des marchés tels que les bourses font face. Dans les marchés libéraux, les bourses sont des entités à but lucratif, principalement détenues par des investisseurs internationaux et soumises à une concurrence intense. À l'inverse, dans le modèle capitaliste d'État, les bourses sont souvent orientées vers l'État, moins axées sur le profit, avec une restriction de la propriété étrangère. Cela engendre une diversité significative dans les structures des marchés domestiques, comme le montre l'exemple des bourses en Chine, en Russie et en Inde, où la participation de l'État est prédominante par rapport à des pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud, où la propriété étrangère est beaucoup plus importante. Cependant, cette concentration de la propriété étatique crée des dynamiques différentes au sein des systèmes financiers nationaux. Les bourses dans les marchés capitalistes d'État sont souvent à l'abri de la concurrence externe, tandis que les échanges libéraux sont soumis à une pression concurrentielle constante, ce qui les rend fragmentés. Par exemple, en Chine et en Inde, les transactions hors bourse sont prohibées, concentrant l'activité de trading dans quelques échanges centralisés alors que les marchés américains et britanniques sont très fragmentés. En outre, la manière dont les marchés de dérives sont organisés reflète également ces divergences. Là où les marchés occidentaux prospèrent avec des dérivés de gré à gré, les BRICS en particulier favorisent les échanges régulés, affichant un fort volume de transactions sur les marchés d'échange. La comparaison des structures de marché entre les économies libérales et celles des BRICS souligne des approches divergentes dans la régulation et la gouvernance des marchés financiers. Alors que les marchés occidentaux se concentrent sur la maximisation des profits et la concurrence, les pays BRICS adoptent une approche qui privilégie le contrôle étatique et la régulation stricte, particulièrement dans le domaine du trading à haute fréquence et des dérivés. Malgré ces différences, l'engagement croissant des BRICS dans les instances de gouvernance financière et internationale, comme le Conseil de stabilisation financière et l'Organisation internationale des commissions de valeurs, témoignent d'une volonté d'influence des normes mondiales tout en préservant leurs priorités nationales
Cette dynamique souligne à la fois des tensions et les opportunités qui existent dans la formation des pratiques financières mondiales. Les normes comptables. Les pratiques comptables jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des ordres financiers globaux en fournissant des informations fiables sur la situation financière des entreprises. Les normes comptables, en particulier les International Financial Reporting Standards, établis par l'International Accounting Standards Board, visent à garantir une transparence maximale pour les investisseurs et les parties prenantes. Dans les économies capitalistes libérales comme celle du Royaume-Uni et des États-Unis, le modèle de la comptabilité à la juste valeur prédomine, facilitant une transparence accrue. En revanche, les pays des BRICS adoptent principalement des approches de comptabilité historique, privilégiant des méthodes qui favorisent la prudence et la confidentialité sur la transparence, en lien avec leur structure économique et leurs relations de crédit à long terme. Cependant, cette résistance des BRICS aux normes comptables libérales comme la FVA soulève des préoccupations quant à l'harmonisation mondiale et des normes comptables. Bien que des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie aient formellement adopté certaines normes IFRS, International Financial Reporting Standards, en pratique, ils continuent d'utiliser des méthodes plus conservatrices. Cette situation reflète une préférence pour une gouvernance comptable nationale plutôt qu'une centralisation sous l'égide de l'IASB, l'International Accounting Standard Board, souvent perçu comme dominé par les intérêts anglo-saxons. Les pays BRICS expriment des réserves face à la domination des normes comptables libérales, cherchant à adapter ces standards à leurs modèles économiques locaux et à préserver leur souveraineté dans le domaine de la réglementation comptable. En somme, bien que les normes comptables soient essentielles pour garantir la transparence et la confiance dans les marchés financiers, les divergences entre les approches comptables des économies libérales et celles des BRICS soulignent une tension entre la standardisation internationale et les réalités économiques locales. Les BRICS, tout en participant à des forums de gouvernance comme l'IASB, revendiquent une plus grande influence sur l'élaboration des normes comptables pour mieux refléter leur modèle économique distinct. Leur demande de réforme dans la gouvernance de l'IASB et leur résistance à l'adoption complète des normes FVA témoignent d'une volonté d'équilibrer les intérêts des investisseurs internationaux avec leurs propres priorités nationales. Cette dynamique met en lumière le défi d'harmoniser les normes comptables à l'échelle mondiale tout en respectant la diversité des systèmes capitalistes. Une contestation du sous-ordre et du développement. Alors, dans tout ordre financier global, des domaines spécifiques sont liés aux pays à des revenus faibles, notamment les économies en voie de développement et émergentes. Ces configurations institutionnelles jouent un rôle crucial dans la structuration des relations entre les pays en développement et les pays développés, renforçant potentiellement des hiérarchies financières mondiales et des dynamiques de pouvoir. À court terme, les problèmes de balance de paiement entraînent un endettement vis-à-vis des créanciers internationaux, avec des relations créanciers-débiteurs gérées par des institutions spécifiques, souvent assorties de conditionnalités. De plus, les pays en développement ont besoin de financement à long terme pour soutenir leur développement économique, ces financements pouvant provenir de sources variées et être fournis sous des conditions différentes. Les sections suivantes montrent que les BRICS contestent ces enjeux à divers niveaux. La gestion de la dette internationale. La gestion de la dette au niveau international est cruciale pour le fonctionnement des marchés financiers et implique des acteurs clés tels que le FMI, le Club de Paris et le Club de Londres. Ces institutions visent à renforcer l'application des créances envers le gouvernement nationaux au profit des investisseurs privés. Dans ce contexte, les pays développés, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, privilégient les politiques de conditionnalité, notamment à travers les programmes d'ajustement structurel, les PAS, pour assurer la bonne gestion des dettes souveraines. En revanche, les pays BRICS adoptent une approche différente en s'opposant aux conditionnalités imposées et en favorisant des négociations bilatérales qui soutiennent le développement économique national sans interférer dans les politiques de pays débiteurs. Les pays BRICS, tout en devenant de grands créanciers, montrent une divergence significative avec les pays libéraux.
Contrairement aux pratiques du Club de Paris et des institutions multilatérales, il privilégie des relations de coopération sud-sud et applique des clauses dans leurs contrats de dette qui excluent les restructurations sous l'égide du Club de Paris. De plus, leur expérience historique avec les conditionnalités du FMI les incite à refuser ces pratiques, soulignant une critique des hiérarchies globales et les relations de pouvoir qui structurent les interactions financières entre le Nord et le Sud. Ils mettent en avant une politique de non-ingérence et de solidarité entre pays en développement. En résumé, la gestion de la dette internationale est un domaine complexe où se confrontent des logiques distinctes. Les institutions traditionnelles, comme le FMI et le Club de Paris, soutiennent des approches basées sur la conditionnalité et l'ajustement structurel, visant à renforcer les responsabilités gouvernementales envers les créanciers. En revanche, les BRICS, en tant que nouveaux créanciers majeurs, rejettent ces méthodes, optant pour des stratégies qui respectent l'autonomie des pays débiteurs tout en favorisant des objectifs de développement mutuel. Cela souligne une transformation significative dans le paysage de la gestion de la dette, où les relations bilatérales et la coopération sud-sud prennent de l'importance face au paradigme traditionnel. Contestation externe du libéralisme. Cette analyse a permis de mieux comprendre la structure contemporaine des organisations financières mondiales et leur remise en question par les BRICS. Un cadre conceptuel a été développé pour examiner systématiquement l'ordre de financier global, ses éléments constitutifs, sa forme libérale actuelle et une alternative théorique basée sur le capitalisme d'État. Les sections empiriques de cet élément ont exploré la nature variée de cette contestation. Les résultats relèvent des tensions significatives entre le modèle libéral dominant, qui privilégie des approches basées sur l'aide publique au développement, et les conditionnalités, et les alternatives proposées par les BRICS, qui favorisent des financements sans conditions strictes. Ces découvertes sont cruciales pour le débat contemporain concernant les BRICS et l'avenir du libéralisme économique. De plus, elles ouvrent des pistes de recherche futures pour mieux étudier cette évolution importante du paysage financier mondial. Alors, synthèse de ces résultats empiriques, les BRICS contestent la forme libérale actuelle des organisations financières mondiales de manière significative, mais cette contestation n'est pas uniforme. Les pays du groupe BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, montrent des variations marquées en fonction des domaines d'enjeu, des niveaux de contestation et des pays spécifiques. Les analyses empiriques révèlent que cette contestation est plus forte au niveau national et transnational, tandis qu'elle est moins développée au niveau international. En matière de régime de change et de finances, par exemple, les pays comme la Chine et la Russie s'écartent fortement des idéaux libéraux, privilégiant des approches plus étatiques. Cependant, tous les pays des BRICS ne remettent pas en question le modèle libéral de la même manière. Si la Chine, l'Inde et la Russie contestent vigoureusement des principes libéraux dans les domaines comme la mobilité des capitaux et les investissements directs étrangers, le Brésil et l'Afrique du Sud adoptent des positions plus libérales. Par exemple, les pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud présentent des régimes d'investissement plus ouverts, similaires à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui montre que la contestation n'est pas une caractéristique partagée de manière homogène par tous les membres du groupe. En conclusion, la contestation des BRICS envers la GFO libérale se manifeste de manière variée et nuancée. Bien que des pays comme la Chine et la Russie se positionnent clairement comme des challengers de l'ordre libéral, d'autres, comme le Brésil et l'Afrique du Sud, montrent une plus grande disposition à s'intégrer dans ce système. Les principaux domaines de contestation incluent la finance et le développement. Les BRICS mettent en avant des principes de développement plus étatiques, s'opposant aux conditionnalités libérales imposées par les institutions traditionnelles. Cette dynamique souligne l'émergence d'une alternative étatique aux pratiques financières libérales, même si les BRICS peinent à créer des institutions multilatérales alternatives de manière cohérente. C'est donc une signification théorique, empirique et politique des résultats. Le système de gouvernance financière mondiale est un élément fondamental du libéralisme économique contemporain, régi par des règles, des normes et des procédures. Cependant, bien qu'il soit actuellement peu contesté en interne, il est de plus en plus soumis à une contestation externe due à la montée des marchés émergents, en particulier les pays du BRICS.
Cette contestation prend plusieurs formes à différents niveaux, domestiques, transnationales et internationales. L'analyse révèle que la Chine se distingue comme le principal contestant du GFO libéral, tandis que d'autres pays comme l'Inde et la Russie affichent également des caractéristiques d'un capitalisme d'État, mais avec des impacts variés. Les BRICS, en tant qu'entité, montrent une volonté croissante de défier les normes libérales, notamment en matière de finances de développement, de propriété d'entreprise et de politique monétaire, et ce, à travers des institutions alternatives qui reflètent des principes plus adaptés à leur réalité économique. Néanmoins, la contestation de l'ordre financier global libéral par les BRICS n'est pas homogène ni systématique. Les cas de l'Afrique du Sud et du Brésil illustrent une approche mixte combinant des éléments libéraux et capitalistes d'État sans exercer un impact significatif à l'échelle mondiale. De plus, la plupart des BRICS semblent se concentrer davantage sur la réforme des institutions existantes plutôt que sur la création de structures alternatives. Bien que des initiatives telles que la Nouvelle Banque de développement et l'initiative de coopération régionale aient été lancées, la volonté de contester les fondements de l'ordre financier global libéral est limitée et le niveau de contestation sur le plan international reste relativement faible comparé à celui observé au niveau domestique et transnational. En somme, cette lutte pour la contestation est plus une question d'ajustement que de rejet total du système existant. Dans l'ensemble, bien que le GFO libéral soit confronté à des défis croissants, notamment de la part des pays émergents, il est essentiel de reconnaître que la nature de cette contestation est nuancée. Les pays de BRICS ne constituent pas un bloc monolithique, certains adoptent des positions plus libérales, tandis que d'autres s'orientent vers un modèle capitaliste d'État. Les variations dans les domaines d'intervention et les degrés de contestation soulignent la complexité du paysage financier mondial actuel. À mesure que les BRICS augmentent leur influence économique, leur capacité à développer les institutions alternatives qui respectent leurs intérêts nationaux et régionaux pourrait redéfinir l'ordre financier global libéral sans nécessairement le renverser complètement. La situation appelle à une reconsidération des relations de pouvoir dans la gouvernance financière mondiale et à un examen approfondi des implications de ces évolutions pour l'avenir